C'est bien la première fois de ma vie que je porte des barrettes. Bon, nous y voilà, l'année 2019 est terminée, je dirais même plus, la décennie est terminée. Avant que nous vivions dans le présent, faisons un dernier tour dans le passé en passant en revue, histoire de rendre hommage puis de tirer un trait à ces 12 derniers mois qui ont été riches en émotions. Cette année 2019, très spirituelle, j'ai remarqué. Pas vous? En tant que personne hypersensible, j'ai appris à mieux écouter mon corps, à accepter ces messages d'alerte pour lâcher prise, rester dans la simplicité et vivre en pleine conscience. J'imagine que l'étape suivante sera de faire la paix avec son corps ou de reprendre une activité physique et sportive. Je sens que c'est pas gagné, hein. Très spirituelle donc, mais aussi très productive. Après plusieurs mois de travail qui relèvent du sadomasochisme, j'ai enfin bouclé l'écriture de mon premier roman. On verra bien où tout cela mènera, mais je continue d'écrire, je continuerai toujours d'écrire. Là, il y a quelques chapitres griffonnés pour un tout nouveau début d'histoire et puis de la poésie contemporaine de temps en temps, sur des sujets divers et variés. Ensuite, alors pour ce qui est de mes lectures, je n'ai pas lu tant que ça, étant donné que j'écrivais et que j'avais du mal à me concentrer sur d'autres projets. Hormis la rentrée littéraire de septembre où j'ai lu tout l'été, je n'ai pas tant lu que ça le reste de l'année. Et vu que nous sommes sur une chaîne littéraire, bouclons la boucle avec un récapitulatif de mes meilleures lectures de 2019. Et Dieu sait combien c'était difficile de choisir. L'ordre des livres sélectionnés n'a aucune importance. Toute tentative de la part d'un tiers qui prouvera le contraire se verra sanctionnée par l'écoute des morceaux d'Aya Nakamura réglés en mode replay. Un premier roman signé aux éditions des Forges du Vulcain. En 1986 à Tchernobyl, Lena et Ivan sont deux adolescents qui s'aiment d'amour fou et qui profitent d'être ensemble. Mais leur bonheur sera écourté par une terrible explosion suivie d'un incendie dans la centrale nucléaire. Nos deux tourtereaux se séparent, Lena quitte son pays et s'installe en France, et Ivan reste sur cette terre malgré ses dangers. Chacun prend alors des chemins de vie différents, on essaie d'oublier le passé mais impossible, il nous rattrape, il nous appelle. C'est alors que 20 ans plus tard, Lena décide de revenir en Ukraine sans savoir ce qu'elle va trouver là-bas. En effet, l'événement a été si dur pour le pays et pour l'Europe qu'il y a maintenant un avant et un après Tchernobyl. Le sens du détail, la description de l'explosion est incroyable, on se croirait dans une série Netflix, roman passionnant et remarquable. Jean Telet nous montre aux éditions Julliard la condition humaine et c'est troublant. Mardi 16 août 1870, un jeune périgourdin qui aspire la sympathie quitte le domicile de ses parents pour se rendre au village voisin. Il arrive là-bas, il est 14 heures. Et 2 heures plus tard, par un énorme mouvement de haine, toute une foule l'aura lynché, puis torturé, puis brûlé vif, et cerise sur le gâteau, je vous le donne en mille, ils l'auront même mangé. Voilà. Bon appétit bien sûr. Alors, que s'est-il passé en 2 heures? Un laps de temps aussi court dans une vie pour supprimer celle d'un homme avec autant d'horreur? Eh bien c'est étape par étape que Jean Telet nous retrace ce pèlerinage des enfers avec un zeste d'humour grinçant. Je me suis régalé, tellement régalé que je voulais reprendre du dessert. Attention toutefois, certaines scènes risquent d'être très difficiles à digérer. Allez, tout le monde à table. King Kong Theory de Virginie Despentes, lue d'une seule traite pendant un voyage en train. La révolution sexuelle, la révolution féministe, l'égalité homme-femme, la société dans les années 70, la question du désir, le prisme de la prostitution, le rapport avec la pornographie, coucher avec l'ennemi, l'écriture, la littérature, devenir romancière, le rapport à l'argent, tout tient dans ce livre d'à peine 150 pages. Pourquoi Virginie Despentes n'échangerait sa place contre aucune autre? Comment sortons du silence après une agression sexuelle et mettre des mots là-dessus? Et surtout, c'est quoi être féministe? Se sentir à l'aise dans son corps et devenir une femme. Le féminisme est une aventure collective, pour les femmes, pour les hommes et pour les autres. C'est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing ou une simple histoire d'amélioration des salaires d'appoint. C'est bien plus que ça va bien plus loin que ça. Un livre essentiel, enrichissant et intelligent, un livre pour toutes les femmes, mais surtout pour les hommes. Jean-Louis Fournier, publié chez J.C. Lattès, ou Comment être un auteur drôle et tendre à la fois. Avec ce roman qui fait du bien, l'auteur nous parle de sa vision de la solitude. En disant non, on se sépare des autres mais on gagne davantage en liberté.
Make your choice. Y a-t-il une différence entre être avec soi et vivre avec la solitude? Peut-on la choisir à défaut de la subir? Et surtout, quels sont les bons et les mauvais côtés de s'isoler pendant quelque temps? Et pourtant, comment se sentir seul quand il y a à l'extérieur des milliards de personnes, de possibilités et de choix qui s'offrent à nous? Certains passages m'ont fait exploser de rire. Chaque quart de seconde sur Terre, une femme met un enfant au monde. Faut absolument la retrouver et lui dire qu'elle arrête. Faut pas s'étonner après si on ne trouve pas de caddie au supermarché. Pour faire court, ce livre est une énorme bouffée d'air frais. Victoria Mass, premier roman publié aux éditions Albin Michel sur la condition féminine au 19e siècle. Focus à Paris, à l'hôpital de la Salpêtrière qui est un asile pour femmes. À l'intérieur, Eugénie, Louise, Geneviève, internées pour la plupart à cause d'un homme curieux. Et tous les ans à la mi-carême, le temps d'une soirée, s'organise le bal des folles. On sort les costumes, les déguisements, on met des airs de polka, des airs de valse et on s'amuse. Une fois par an, ces femmes internées oublient qu'elles sont malades. Mais sont-elles vraiment malades? Ne sont-elles pas plutôt incomprises, voire différentes pour la plupart? Les jugements hâtifs concernant la folie, ce besoin de contrôler la pensée humaine et surtout celle des femmes à cette époque, tout cela est mis à nu et nous donne envie de réfléchir à deux fois avant de poser une étiquette sur quelqu'un. Un livre passionnant comme d'un autre temps. Bon, une touche de noir avec un thriller psychologique chez Belfond, ça vous branche? Angoisse? 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 Angoisse, bonjour! Puis-je prendre un message? Deux frères, Eric, âgé de 3 ans, et Ben, devenu jeune adulte. Intérieur jour. Les deux jouent à cache-cache dans la joie et la bonne humeur. Ce petit jeu ayant assez duré, l'heure est venue d'aller faire des courses. Bon, les deux font leurs emplettes, le temps est long et surtout pour le petit Eric parce qu'il a envie d'aller aux toilettes. Il fait sa petite affaire mais quelques minutes plus tard, rien, nada, il a disparu. Que s'est-il passé? Eh bien, les années ont passé, l'enquête pour essayer de retrouver le petit... ça ne mène à rien. Alors c'est à Ben, le grand frère, de mener sa propre enquête, à commencer par ce supermarché. D'autant plus qu'il y travaille de nuit et que quelque chose semble se jouer de lui. Il y a une espèce de présence, quelque chose un peu obscur, parce que ce badman, ce mauvais homme, où est-il? Et surtout, qui est-il vraiment? Ce roman, très très bien écrit, avec un suspense à couper le souffle. Un régal. Un roman animal, un roman d'amour, de nouveau aux éditions Julliard. Amour dans la violence, violence dans l'amour, et avec tout ça, jusqu'où peut-on aller? C'est l'histoire d'une femme, M, qui rencontre M, et dès que ses yeux se posent sur lui, elle le sent, elle le sait. Elle sait l'impact avec elle-même. Cet homme sera à elle, quoi qu'il lui en coûte, qu'importe la folie, qu'importe la brutalité. Les phrases sont courtes, puissantes, efficace. Dans le roman, l'amour prend toute la place, tellement de place qu'il n'y a plus rien pour quoi que ce soit d'autre. On se réveille amour, on mange amour, on pense amour, on dort amour, on vit amour, on parle amour. Mais l'amour va vite, très vite, aller de pair avec la peur. La peur du rejet, la peur de l'abandon, et de la solitude. Un livre qui m'a chamboulé parce que je m'y suis retrouvé à plusieurs reprises, de manière très nette avec une profondeur terrifiante. Si vous êtes hypersensible et que vous ressentez les choses puissance 1000, alors là je ne peux que vous le conseiller. Édition Stock dans la collection Arpège. Théodore Bourdeau, journaliste et producteur de l'émission Quotidien animée par Yann Barthès, nous offre dans ce premier roman une tranche de douceur et de nostalgie. Bon, eh ben retour aux années 90. Vous vous souvenez de ces années-là? Deux amis qui sont très différents vont profiter des dernières joies avant d'entrer à l'âge adulte. Et là où leur vie va changer, c'est sur cet événement hors du commun, les attentats du 11 septembre 2001. Passer d'un quotidien ensoleillé, d'une journée sans surprise, aux hurlements, à la solitude de la course pour la survie, dans la brume et le fracas des explosions. On découvre alors un monde moins sûr, là où le danger peut arriver à tout instant. Mais surtout un monde où l'envie d'aimer est devenue plus forte et où l'amour est à portée de main. On s'accroche à des idées, à des souvenirs, à des choses beaucoup plus agréables. Et avec une plume tendre, drôle et mélancolique, on savoure cette histoire d'amitié et ce parfum du passé. Joseph Pontus, édition de la Table Ronde. Le monde ouvrier. Un monde froid. Un monde pénible. Le transport de charges lourdes. Les conditions de travail. La chaîne. L'esclavage
moderne. L'abattoir, les poissons, les crevettes, les immenses lignes de machines, ces ventres métalliques où tout est décongelé, trié, cuit, réfrigéré, empaqueté, étiqueté, trié, retrié, re-retrié. Entrer dans un univers à part, toujours se lever à la même heure, toujours embaucher, pointer à la même heure, toujours les mêmes gestes, toujours les mêmes actions, toujours les mêmes odeurs, toujours les mêmes douleurs, toujours le souffrir, toujours le mal dormir, mais alors comment s'en sortir? Ce qui va sauver cet ouvrier de ses rituels épuisants et de ses rêves confisqués, c'est sa deuxième vie. Une vie ponctuée au rythme chaleureux des mots. Apollinaire, Hugo, de Ronsard, Barbara, Trenet et plein d'autres. Un livre terrible sur la condition ouvrière, mais nuancé d'humour et de poésie. 10e et dernier roman choisi pour cette vidéo, chez Flammarion. Agustina Basterica bouleverse notre conception des relations humaines et animales. C'est l'histoire d'un homme qui travaille dans un abattoir. Bon, jusque-là, rien de nouveau sous le soleil, mais ce n'est pas un abattoir comme les autres. En effet, un virus mortel a fait disparaître presque tous les animaux de la surface de la Terre. Et qui dit moins d'animaux, dit nouvelles manières de consommer. Étant donné qu'il n'y a presque plus rien, comment continuer à s'alimenter et faire perdurer l'espèce humaine? Eh ben, je vous le donne en mille. L'abattoir est un abattoir humain. L'homme est un loup pour lui-même, et j'imagine que lorsque toutes les ressources animales, végétales et humaines seront épuisées, la nature reprendra ses droits sur la planète. Autant vous dire que je trouve ce roman plutôt avant-gardiste, mais revenons-en plutôt à notre homme là. Cet homme un peu introverti, un peu placide, va un jour ressentir quelque chose de troublant pour une femme de première génération, entre guillemets, destinée à la consommation. Il va donc la recueillir chez lui et la traiter comme une véritable personne, d'être humain à être humain. Et ce qui fait le tour de force de ce roman réaliste, c'est sa fin. La dernière page résume tout le bouquin et puis tout s'écroule comme un château de cartes, c'est absolument ahurissant. À lire pour comprendre la nature humaine dans toute sa splendeur, égoïste et individualiste. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour m'écouter, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ou vers le bas et à me donner en commentaire vos meilleures lectures de 2019. Quant à moi, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, une très belle année 2020 à tous. Je vous souhaite le meilleur du meilleur et à bientôt. Mouah.